Bonjour à tous. Donc on avait vu dans la précédente vidéo qu'il y avait une poussée de la République vers le sud après les victoires de Luçon et que l'armée de Mayence, qui était une armée d'élite, arrive au même moment à Nantes et donc les Vendéens se retrouvent encerclés. En effet, on a donc les Mayençais qui se déploient à partir de Nantes et qui marchent vers le sud. Et il y a un plan qui peut être fatal aux Vendéens, c'est que donc les Mayenzais avec l'armée de Brest également marchent de Nantes vers Mortagne, c'est ça le plan, Mortagne-sur-Sèvre au sud de Cholet. Et de l'autre côté, venant de l'est, il y a l'armée dite de La Rochelle qui doit faire la jonction vers Mortagne-sur-Sèvre. Et à partir de là, repousser, une fois que les deux armées font leur jonction, l'idée c'est que les Vendéens soient repoussés sur le gros des troupes de l'armée de La Rochelle pour en finir avec l'armée catholique et royale. Donc en effet, l'avancée de l'armée mayençaise avec l'armée de Brest est assez fulgurante au début. Euh, c'est Charette qui essaye de s'y opposer. Assez intelligemment, il va être assez tactique et il va se retirer de ses fiefs, donc Machecoul et Léger. Donc en plus de cette armée d'élite qui est l'armée de Mayence, ils utilisent des nouvelles armes, en particulier des obus, et puis donc qui sont utilisés pour la première fois, je crois. Heureusement à l'est, l'armée catholique contient très bien Rossignol. Donc voilà, Charette est assez rapidement submergé, il se retire vers l'intérieur du pays insurgé. Et donc après plusieurs défaites de Charette, l'armée de Mayence, en tout cas l'avant-garde dirigée par Kléber, arrive à- entre Tifauge et Torfou. Et donc c'est là qu'il va y avoir une bataille déjà décisive. En fait, à partir de ce moment-là, toutes les grandes batailles sont décisives pour les Vendéens. S'ils en perdent une, ils perdent la guerre, quoi. Parce que les réserves de la République sont inépuisables, ou presque, ce qui n'est pas le cas du tout des Vendéens. Donc Kléber arrive avec son avant-garde à Torfou. Donc Torfou, c'est un lieu assez intéressant parce que c'est situé au confluent des trois provinces, donc c'est-à-dire entre la Bretagne de l'époque, donc qui s'entendait jusque-là, l'Anjou et le Poitou. Et d'ailleurs actuellement c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus les mêmes dénominations, mais Torfou c'est au confluent entre trois départements qui sont la Loire-Atlantique, donc anciennement la Bretagne, le Maine-et-Loire, anciennement l'Anjou, et la Vendée, anciennement le Poitou. Jamais la Vendée n'avait connu un tel péril. Ici, à la jonction des trois provinces, s'élève la colonne commémorant cette bataille décisive, toutes armées réunies, Torfou. Camarades, il faut vaincre ou périr. C'est ici qu'il faut sauver notre pays d'une entière destruction. Si vous fuyez, tout est perdu. Et vous ne me verrez plus à votre tête. Vive la République! Vive la République! Donc Kléber arrive à prendre avec son infanterie les collines de Torfou, et les Vendéens, en particulier les paysans, paniquent et ils s'enfuient en direction de Tifauge. Et c'est là que leurs femmes, en fait, qui sont restées à l'arrière, les arrêtent et leur, elles leur disent, elles les insultent presque, et elles leur disent repartez au combat, sinon vos enfants vous mépriseront. Et Charette exhorte ses troupes et ils repartent au combat. Au même moment, l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, donc avec Delbé, Lescure et Bonchamp, rejoint l'armée de Charette à Torfou. Et donc la cavalerie vendéenne arrive vraiment à faire une percée et à détruire quasi complètement cette avant-garde.
Donc Kléber fuit en direction de Clisson et il demande à un de ses lieutenants, Chevardin, de littéralement se sacrifier, ce qu'il fera au niveau du pont de Boussay. Je vais vous lire, l'ouvrage de Émile Gabory sur les guerres de Vendée. C'est un historien qui est réputé être assez neutre et assez objectif. Grâce à Chevardin, l'armée de Kléber a pu retraiter et se remettre en ordre. Elle n'est pas pour cela sauvée, et si les Vendéens savent s'entendre, elle ne reverra pas Nantes. Elle se hâte. Canclos prescrit à Bessay, resté à Montaigu, de regagner le gros de l'armée de Mayence, et à Mieszkowski, de l'armée de La Rochelle, isolée à Saint-Fulgent, de rétrograder sans délai. Mais Bessay, complètement ivre, se laisse écraser par une division maréchine, tandis que Mieszkowski se voit délogé de Saint-Fulgent par Charette et Lescure. Mais cette victoire de Saint-Fulgent qui détruisit la brigade de Mieszkowski sauva l'armée de Conclos. Il avait été entendu en effet que Charette, Lescure et Bonchamp devaient ensemble barrer la route à cette armée en retraite sur Nantes et l'écraser. Le lieu choisi pour l'attaque conjuguée de toutes les armées réunies était le Palais, à 22 kilomètres de Nantes. Soit par jalousie contre Bonchamp, soit parce qu'il leur paraissait plus facile d'atteindre Mieszkowski, Charette et Lescure, enfreignant les décisions acceptées d'un commun accord, se dirigèrent sur Saint-Fulgent. Pendant ce temps, Bonchamp rejoignait les Républicains au-delà du palais, sous les murs du château de la Galissonnière. Il attaqua, inférieur en nombre, les 12 000 hommes de l'adversaire, s'attendant à être secouru par les deux autres généraux. Un long convoi de 1200 chariots entravait la progression de la colonne républicaine. Un bataillon défilait après chaque centaine de voitures. Cible magnifique, objectif facile à atteindre. Les Vendéens qui venaient de traverser un pays où toutes les maisons flambaient étaient au comble de la fureur. Ils se jetèrent sur les ambulances et massacrèrent les blessés de la bataille de Torfou. Fait unique dans le déroulement des actes vendéens, fait qui va d'ailleurs recevoir immédiatement son châtiment. Tandis que les paysans sont occupés à cette œuvre de mort, débouche soudain Aubert du Baillet qui brise les rangs vendéens. 3 fois Bonchamp ramène ses Angevins au combat, la 3e fois à 12 kilomètres de Nantes, au lieu dit Tournebride. Il s'étonne et s'inquiète de ne pas voir arriver Charette et Lescure. Il prend le parti de retraiter sur l'Anjou par Valette. Il est plein de colère à l'égard des deux autres généraux, il les accuse de trahison. Il est certain que devant l'histoire, Charette et Lescure portent la responsabilité de l'échec. Le corps de Mieszkowski, à la destruction duquel ils eurent le tort de s'attacher, n'était nullement redoutable. L'intervention du gros des armées vendéennes eût vraisemblablement causé la perte de celle de Canclos. Elle eût donné à la victoire la plus grande de toutes celles remportées jusque-là par la Vendée militaire, puisqu'elle aurait anéanti l'une des 3 armées envoyées dans l'Ouest par la Convention, la plus dangereuse des 3. Donc on voit l'importance du facteur humain dans cet épisode, l'orgueil des chefs tout d'abord, et aussi la fureur des hommes qui n'avaient, d'un point de vue militaire, aucun intérêt à attaquer des ambulances et qui vont pas réussir l'objectif à cause de cela. Et tout cela va avoir des conséquences désastreuses. Donc tout d'abord, l'armée n'a pas été détruite, et en plus, les chefs vont être brouillés durablement à cause de cet épisode. Madame de la Roche-Jacquelin le raconte d'une manière un petit peu différente d'Émile Gabory. Mais bon, on voit qu'il n'y a pas de malhonnêteté dans les deux récits. C'est juste que Madame de la Roche-Jacquelin, forcément, son mari avait fauté quelque part. Et donc elle le disculpe un petit peu. Enfin, elle a une vision forcément qui est plus centrée sur, qui est plus favorable à Lescure. Donc par contre, elle s'étonne dans ses mémoires de la défection de Charette. Elle dit que c'est à cause d'un butin qui n'aurait pas été partagé avec Charette. Toujours est-il que Charette repart dans son pays.
Au même moment, donc, la victoire de Torfou des Vendéens a un impact absolument incroyable à la Convention. Gabory, dans son livre sur la Vendée, je cite, le comité de salut public adresse aux soldats de la République une proclamation vibrante contre les rebelles. Écrasez-les, que chacun se dise, aujourd'hui s'anéantisse la Vendée, et la Vendée sera vaincue. Donc à partir de ce moment, les événements vont s'enchaîner très rapidement. Le 12 octobre, Charette, de son côté, va prendre l'île de Noirmoutier. Petit détail intéressant, il va utiliser le passage du Gois qui existe encore aujourd'hui et qui est d'ailleurs une curiosité parce que donc à marée haute, la chaussée est complètement inondée et à marée basse, on peut traverser l'île à pied. Et c'est ce que va utiliser c'est cette caractéristique que va utiliser Charette. Il avait déjà essayé la veille de s'emparer de l'île, mais en fait, ces hommes avaient battu en retraite quand ils avaient entendu le canon républicain. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer en fonction de la marée, de telle sorte que quand ces hommes seront à la moitié de la chaussée, l'eau soit suffisamment haute en fait pour qu'ils aient pas d'autre choix que d'aller sur l'île. Donc c'est très intelligent parce que en effet, ils arrivent à prendre l'île donc le 12 octobre. Au même moment, donc l'armée catholique et royale, euh, forcément, elle n'a pas le soutien de l'armée de Charette et elle est encerclée donc par les Mayenzais au nord qui n'ont pas été détruits et au sud par Westermann et Chalbos. Ce qui se passe, c'est que Châtillon, qui est donc la capitale des Vendéens, se fait prendre le 9 octobre. Et c'est pour les Vendéens, en fait, c'est juste pas possible de laisser ça tel quel, parce que sinon l'armée va perdre absolument toute confiance et il faut absolument reprendre Châtillon. Donc ce qui se passe, c'est que il y a quasiment enfin, tous les chefs qui étaient aux alentours de Clisson pour contenir au nord les Mayenzais va en catastrophe rappliquer sur Châtillon. Ils arrivent à prendre Châtillon assez facilement parce que l'armée républicaine s'était enivrée. Mais encore une fois, indiscipline. Ils s'enivrent à leur tour et Westermann, qui avait pourtant plus que quelques centaines d'hommes, en profite et il mène un raid éclair dans lequel il va tuer énormément d'hommes vendéens complètement sous donc. Et toutes les troupes qui avaient rappliqué du nord vont en fait laisser le champ libre aux Mayenzais pour avancer à leur tour. Et donc là, c'est vraiment l'heure décisive parce que donc il y a trois armées républicaines, celle de Mayence, plus de 10 000 hommes restants, celle de Luisson, 3 000 hommes, et celle de Niort, 12 000 hommes, qui referment leur tenaille autour de Cholet. Donc le 14 octobre, les Mayenzais et l'armée de Luçon font leur jonction. Et encore une fois, faut, faut sauver la Vendée, encore une fois. Donc sous la panique, en fait, les chefs vendéens abandonnent Cholet et ils partent vers Beaupréau. En fait, dès qu'ils ont quitté Cholet, ils se rendent compte de leur erreur. Et du coup, il va y avoir le 17 octobre le choc décisif aux alentours de Cholet. Donc il y a tous les généraux républicains, Kléber, Marceau, Muller, Chalbos. Ils sont 23 000, dont quasiment la moitié de Mayenzais, donc là, une armée d'élite. Dans l'armée vendéenne, même chose, sauf Charette.
il y a tous les chefs. Et la rencontre se produit donc entre Beaupro et Cholet, au lieu-dit de la Papinière. Les chefs vendéens étaient en général très bons, très clairvoyants, mais là, c'est pas forcément la meilleure stratégie en fait. Donc ils ont 40 000 hommes et ils vont envoyer en file indienne quasiment toutes leurs troupes au lieu-dit de la bataille. Donc au début, ça se passe plutôt bien. Ils atteignent donc les abords de Cholet, ils pénètrent dans la ville et ils commencent à vraiment culbuter les premières lignes républicaines. À l'ouest en particulier, La Roche-Jacquelin, aidée de Roharan, enfonce complètement les lignes républicaines et arrive dans les faubourgs de Cholet. C'est à ce moment-là en fait que Kléber va se révéler un militaire exceptionnel. En fait, il avait quasiment plus de troupes, les Mayence avaient été quasiment entièrement détruits, et là, avec seulement son dernier régiment, le 109e, il va réussir à faire un coup de bluff et à prendre à revers les Vendéens qui étaient entrés dans les faubourgs. Vendéens qui se rendent pas compte en fait que l'armée de Mayence est quasiment finie, quoi. Axo fait également une manœuvre qui va complètement contourner les lignes vendéennes pour attaquer Stofflet à l'est. Et donc la dynamique change de camp. Donc ouais, les Vendéens commencent à plus trop y croire. Il y a une bonne partie qui fuit. Il y a Ça reste indécis malgré tout parce que les meilleurs hommes de Bonchamp et d'Elbé repartent au combat. Comme je l'ai dit, au niveau des troupes républicaines, il n'y a plus grand monde. Mais à ce moment-là, les événements vont se précipiter. Le destin voulait que donc Bonchamp et Delbé, à quelques minutes d'intervalle, soient grièvement blessés. Lescure avait été blessé, lui, à une bataille auparavant. Et assez naturellement, en voyant cela, les Vendéens vont refluer dans le plus grand désordre. Et ils disent, ils ont un seul cri, à la Loire, à la Loire. C'est ce qui avait été plus ou moins prévu avant la bataille, que dans tous les cas, ils allaient passer la Loire. Et les femmes, les enfants vont accompagner cette fuite. C'est donc une déroute totale, mais on verra dans le prochain épisode que les Vendéens vont encore faire preuve d'énormément d'héroïsme. Donc on verra la mort de Bonchamp, un Bonchamp très magnanime dans sa mort, la traversée de la Loire, et ce que les livres d'histoire appellent la virée de Galerne. À bientôt et merci pour votre attention.